Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Sans plus tarder, voici les titres. Rencontre avec la nouvelle déléguée en charge de l'attractivité. Vous découvrirez dans quelques instants les objectifs et les missions de Ludmila Racona-Le Goff. Un logement entièrement connecté destiné à préparer les patients à retrouver leur autonomie avant leur retour à domicile. C'est un appartement témoin qui vient d'être inauguré au CHPG ce lundi matin. En gare de Monaco, c'est un espace de vente Zoo qui a été inauguré après rénovation. Pour en parler, nous recevrons le directeur général de SNCF Hub et Connexion. Retour sur la dernière étape de la Vuelta à Madrid, interrompue par des manifestants pro-palestiniens. Une équipe de Monaco Info était sur place. Une conférence de presse vient d'être organisée pour présenter l'équipe du Monaco Basket Association. Cette équipe féminine, après une superbe saison, évolue désormais en Ligue 2. Et enfin, retour sur le Challenge Princesse Gabriella, un tournoi de pétanque féminin international qui s'est déroulé ce week-end en Principauté. Mais avant de développer ces titres, nous ouvrons ce journal en prenant la direction de Tourette-Levens, où se sont rendus le prince Albert II et la princesse Stéphanie pour célébrer l'anniversaire d'un grand ami de la Principauté, celui du docteur Alain Frère, qui a fêté aujourd'hui ses 90 ans. Le docteur Alain Frère a la Principauté dans son cœur. Il était aux côtés du prince Régnier III lorsque celui-ci a créé le Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Alain Frère, conseiller artistique du festival, entretient une longue et riche histoire avec Monaco, tout comme la commune de Tourette-Levens. Nous y reviendrons dans notre édition demain. Ludmila Racona-Le Goff, auparavant directrice générale du département des affaires sociales et de la santé, elle est depuis le 8 septembre la Madame Attractivité de la Principauté, ou plus précisément déléguée en charge de l'attractivité auprès du ministre d'État. Qu'est-ce que cette cellule? Quels sont ses objectifs? Nous l'avons reçue aujourd'hui en plateau. Voici son entretien. Ludmila Racona-Le Goff, bonsoir. Bonsoir Fabien. Comme je viens de le dire, vous venez d'être nommée déléguée en charge de l'attractivité auprès du ministre d'État. Alors quelle est votre réaction tout simplement par rapport à cette nomination? Alors écoutez, je ressens une immense fierté d'avoir été choisie par son Altesse Sérénissime le Prince Souverain pour être en charge de cette mission aux côtés du ministre d'État. Une immense fierté et je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme. Enthousiasme parce que c'est un défi et un challenge professionnel magnifique, mais aussi beaucoup d'humilité parce que l'attractivité de Monaco, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça se met en place. Et donc c'est un vaste chantier qui s'ouvre devant nous. Un rappel justement de ce qu'est cette cellule. Qu'est-ce que cette cellule ? Alors la cellule attractivité, c'est le bras opérationnel, j'ai envie de vous dire, de la mission attractivité. Aujourd'hui, c'est une petite équipe, donc j'ai 3 collaborateurs avec moi qui ont été embarqués dans cette mission. Et donc la mission se structure, mais l'équipe aussi va certainement se structurer dans les semaines à venir. Oui, tout à fait. C'est un objectif de pouvoir l'étoffer un petit peu pour qu'elle soit à même de répondre de la meilleure façon possible aux nouvelles missions qui vont lui être confiées. Et pourquoi a-t-on besoin d'un délégué en charge de cette attractivité? Parce que finalement, Monaco attire naturellement. Pourquoi on a besoin d'attractivité comme ça? Tout à fait, Monaco attire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a déjà des choses. Et Monaco est ce qu'il est et a une image déjà à l'international. En revanche, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin et ce qu'a souhaité le gouvernement princier, c'est une gouvernance claire et structurée. C'est à l'État de définir le message et ensuite au délégué et à son équipe de coordonner et de fédérer l'ensemble des partenaires, qu'ils soient publics, donc j'entends par là les différents services administratifs, ou privés, donc tous ces acteurs qui de près ou de loin ont à voir avec l'attractivité et qui auront à décliner le message voulu par le gouvernement, travailler avec eux bien évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer, mais bien de rassembler autour de cet objectif commun qu'est la Principauté de Monaco. Mais donc le délégué aura pour mission de diffuser cette stratégie auprès des différents partenaires de façon très claire et très posée. Vous avez été nommé récemment, j'imagine que vous avez un agenda chargé là en ce moment. Alors l'agenda depuis le 8 septembre est effectivement particulièrement chargé. Déjà, je m'emploie à rencontrer tous nos partenaires, publics, privés,
il faut que je puisse les rencontrer rapidement pour que l'on puisse dérouler ensuite les actions communes. Je participe cette semaine au Salon Monaco Business, où je vais participer à une conférence sur le thème de l'attractivité. Nous aurons un invité d'ailleurs demain sur cette thématique. Voilà. Je vais aussi commencer des visites d'entreprise. Je souhaite vivement rencontrer le plus grand nombre d'entreprises de la Principauté. Pourquoi ? Parce que ce sont les meilleurs interlocuteurs pour nous faire remonter les éventuelles difficultés terrain, nous donner leurs impressions, leurs sentiments. Et puis je pense que le tissu économique de la Principauté est un atout incroyable pour faire valoir la Principauté à l'international. Donc ils sont d'excellents porte-parole et en contrepartie, il faut vraiment les écouter. Et qu'est-ce que je peux vous dire pour les semaines à venir ? Une mission économique organisée par la cellule attractivité avec un certain nombre de partenaires à Hong Kong au mois de novembre. Alors vous l'avez évoqué, mais est-ce que vous avez des objectifs bien concrets ? Oui, tout à fait. Le premier objectif qui m'a été demandé par le gouvernement, c'est de préparer une feuille de route. Donc la feuille de route a été préparée, j'ai eu l'occasion de la présenter au ministre d'État. Et le premier objectif sera de définir le message, de définir la stratégie, donc sans se presser et absolument pas dans la précipitation, mais donc de définir la stratégie et le message. En étant clair, en se posant des objectifs clairs, mais aussi avec un calendrier raisonnable, mais qui sera respecté, et derrière, en déclinant des moyens d'évaluer si ces objectifs ont été atteints ou pas. Donc on a des objectifs de court terme et des objectifs de moyen terme. Alors justement, peut-être des objectifs de court terme, c'est chiffrable, enfin il y a un objectif chiffré ou pas du tout ? Alors, pour l'instant, à court terme, comme je vous l'ai dit, la stratégie, notre souhait est de coordonner et de rassembler. Donc, premier objectif de très court terme, c'est de rationaliser l'existant. Donc, rassembler les partenaires, éviter la diffusion de doubles messages, les actions dispersées. Au contraire, se rassembler et arriver à agir ensemble. Dans la même direction, pas de travail en silo, tout le monde travaille dans la même direction. Ce travail, quand on dit tout le monde, ce sont les institutions, ce sont les institutions, ce sont les associations qui représentent les acteurs du privé, c'est par exemple le MEB, c'est par exemple l'Association monégasque des activités financières, l'AMAF, ça peut être aussi le CREM pour les résidents. En termes de services administratifs, la direction du tourisme, la direction de la communication, la direction du développement économique. Donc vous voyez vraiment une multiplicité d'acteurs qui tous ont à œuvrer dans ce champ-là. Et quand je vous parle de rationaliser l'existant, c'est aussi faire le tour du cadre réglementaire, de s'assurer qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun irritant administratif. Si on en trouve, essayer de faire en sorte de les supprimer pour que l'on puisse avancer de façon très sereine. Mais l'objectif de très court terme, c'est celui-ci. On rationalise, on cherche à améliorer ce qui est déjà en place. Alors quand je vous écoute, vous me faites penser à Kazuki Yamada, par exemple. Enfin, pas physiquement, évidemment, mais vous êtes un chef d'orchestre, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut vraiment parler de chef d'orchestre. Mes équipes et moi ne sommes pas là pour faire à la place des autres. C'est quelque chose qui doit être posé d'emblée auprès des partenaires et c'est le message que je m'efforce de diffuser depuis ma prise de fonction, parce que j'ai déjà rencontré beaucoup de monde et je continue dans les prochains jours. Donc c'est vraiment de veiller à ce que chacun donne le meilleur de soi au bénéfice de tout ce groupe et de cet ensemble de partenaires, encore une fois avec l'objectif Monaco en ligne de mire. Ludmila Ragona-Le Goff, merci d'avoir été notre invitée. C'est moi qui vous remercie. Le centre hospitalier Princesse Grace inaugurait aujourd'hui un tout nouvel appartement témoin, un logement entièrement connecté. Le but, préparer les patients à retrouver leur autonomie avant le retour à domicile. Une innovation qui mêle technologie et accompagnement humain. Reportage de Devika Guérenfard et Sylvain Péroumal.
c'est pour se baigner dans la baignoire, c'est pour sécuriser le transfert dans la baignoire, c'est pour s'installer à l'intérieur. C'est au cœur du CHPG, au service gériatrie, qu'une porte s'ouvre sur un tout nouvel appartement. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque installation est pensée pour s'adapter aux besoins des patients. Des aménagements spécifiques qui permettent de recréer les gestes du quotidien en toute sécurité. Ici, nous sommes dans ce simulateur de logement connecté. C'est un formidable projet qui a été initié par notre équipe de médecine physique. Donc, tous ces patients qui sont en situation de handicap, de limitation d'autonomie, vont passer par cet appartement, ce simulateur connecté. Ce projet, en fait, c'est pour tous les patients qui sont en situation de handicap, pour leur permettre de revenir à domicile, de les mettre en situation réelle et de limiter les risques de chute. Un dispositif pensé pour faciliter l'autonomie et la réadaptation, car l'appartement est plus qu'un simulateur, il devient un outil thérapeutique piloté par les soignants. Une fois qu'on a commencé en fait la rééducation, et que du coup on vient un peu à questionner la personne sur ses habitudes de vie, sur son domicile, on prend ces informations-là et ce simulateur de logement connecté va nous permettre du coup d'appliquer tout ce qu'on aura appris par rapport au logement pour les mettre en situation au plus proche de leur univers, de leur environnement à la maison. Soutenue par la fondation philanthropique Stelios, cette nouvelle infrastructure marque une nouvelle étape dans l'accompagnement des patients, une passerelle entre l'hospitalisation et le retour à la maison. Parlons de la gare de Monaco avec notre prochain invité. Ce lundi matin a été inauguré l'espace de vente Zoo à l'entrée de la gare en présence notamment du ministre d'État et du ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Un espace de vente rénové pour un meilleur accueil des usagers. Avec nous donc le directeur général de SNCF Hub et Connexion, Fabrice Morénon. Bonsoir. Bonsoir. Il y a du nouveau concernant la gare de Monaco avec un nouveau point de vente Zoo, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est ce point de vente? Alors en fait, c'est l'espace de vente Zoo qui vend des billets de train. Et alors on l'a rénové, on l'a redécoré pour que les voyageurs qui fréquentent la gare de Monaco aient un meilleur accueil. Donc c'est un travail qui a été lancé il y a quelques mois. Et donc c'est une nouvelle boutique avec un espace d'attente désormais. Et puis on a mis un petit peu de verdure à l'intérieur et on a redécoré l'espace avec notamment une jolie photo d'archives de la principauté de Monaco. Voilà. Et donc c'est un travail partenarial qui a été fait bien évidemment grâce au gouvernement princier et aux équipes de Madame Caron, la région Sud, qui est l'autorité de tutelle des transports pour les trains. Et puis le nouvel opérateur Sud-Azur qui opère les trains désormais depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est un beau travail d'équipe et on a pu livrer en temps et en heure cette nouvelle boutique. Et alors ce qui était la petite anecdote, c'est qu'on était donc avec le ministre d'État, le vice-président, la ministre, et il y a une cliente qui est passée et qui a dit « Ah mais vraiment super cette nouvelle boutique, on adore la présence humaine en gare, merci ». Voilà, et donc c'était un moment de convivialité et donc ça fait toujours plaisir quand on a des clients heureux. Et justement, comment c'était auparavant? Il n'y avait pas ce point de vente, il n'existait pas. Comment on se procurait par exemple une carte ou un abonnement? Alors en fait, non, ce point de vente existe depuis toujours. Simplement, là on l'a rénové, on l'a amélioré, comme je vous le disais, avec un espace d'attente. On a également élargi les amplitudes horaires, c'est-à-dire que désormais la boutique elle est ouverte, l'espace de vente est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. Et ça on peut remercier à la fois le gouvernement princier et la région Sud qui ont permis l'ouverture de cette boutique 7 jours sur 7. La fréquentation annuelle elle est de 9 millions de voyageurs par an, ce qui est considérable, c'est la 3e gare de la région, après Marseille et Nice. Mais ça s'explique par l'attractivité formidable du territoire de Monaco, qui attire à la fois au quotidien des travailleurs, mais aussi des nombreux touristes. Et cet été, comme depuis quelques années, on observe chaque année une augmentation du nombre de voyageurs et de touristes l'été. Et ça s'explique très simplement par le rayonnement de Monaco au-delà des frontières. D'accord. Parlons de la cadence comme ça des trains. Il y a un train tous les combien de Nice à Monaco et plus loin qui va à Vintimille d'ailleurs et vice-versa?
la filiale Sud-Azur effectue depuis le début de l'année un train au quart d'heure. D'accord. Et donc c'est vrai que ça améliore énormément la fluidité, notamment on l'observe en gare, où comme il y a plus de trains, eh bien, il y a moins d'attente et je pense que tout ça va dans le bon sens. Alors justement, vous parlez d'attente aux heures de pointe, comme il y a beaucoup de pendulaires, beaucoup de gens qui viennent travailler. C'est parfois compliqué d'entrer dans un train, notamment aux heures de pointe. Est-ce que vous savez si des efforts sont faits à ce niveau-là ? Alors oui, il y a des efforts qui sont faits à la fois par la région Sud qui travaille en lien avec Sud-Azur pour augmenter la régularité, changer le matériel roulant. Moi je l'observe du point de vue de la gare, c'est qu'effectivement la situation s'est vraiment améliorée depuis le début de l'année, même si, comme toujours, il faut être très exigeant et Monaco est un territoire d'excellence et donc c'est pour ça qu'il faut être toujours plus excellent et toujours au rendez-vous pour les voyageurs. Donc il faut toujours s'améliorer. Fabrice Moreno, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Nous ouvrons une page sport et nous débutons par la Vuelta qui partira de Monaco l'an prochain. Eh bien, le Tour d'Espagne 2025 s'est achevé hier soir à Madrid dans la confusion la plus totale, avec une dernière étape qui n'est pas allée à son terme. Frédéric Hélion, vous étiez sur place hier en fin d'après-midi. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Oui, effectivement, cette Vuelta 2025 termine un petit peu dans le chaos ici à Madrid où la dernière étape a été neutralisée à un petit peu moins de 60 km de l'arrivée. Vous le voyez sur ces images de Thomas Deus présent ici avec moi en Espagne, des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont massés autour du circuit final dans les rues de Madrid et il y a eu 2 grosses manifestations à 4 km et à 200 mètres de l'arrivée. On a vu des coureurs mettre le pied à terre, se poser dans des jardins, s'asseoir sur des bancs en attendant plusieurs informations, des informations qui ont été communiquées quelques minutes plus tard et donc l'étape a été neutralisée. Il n'y aura pas de vainqueur pour cette dernière étape à Madrid, mais il y aura bien un vainqueur pour cette Vuelta, le Danois Jonas Vingegaard. Pour rester sur le sportif et sur ce qui nous intéresse aussi, Victor Langelotti a bouclé le premier grand tour de sa carrière. Il termine 59e de cette Vuelta où son équipe Ineos a brillé en remportant 3 victoires d'étape. Merci Frédéric. En basket, la Roca Team poursuit sa préparation, notamment avec la participation à un tournoi à Chypre. Décidément, il s'en est passé des choses ce week-end à Chypre pour la principauté, entre la Coupe Davis, le déplacement d'une délégation du Conseil national, et nous y reviendrons demain, et le basket. Donc, après avoir battu sur le fil l'Olympiakos, Monaco s'est incliné hier face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 86-79, une rencontre sans Daniel Theis, qui savoure son titre de champion d'Europe avec l'Allemagne, tout comme l'entraîneur principal de la Roca Team, Vassilis Spanoulis, qui entraîne l'équipe nationale grecque, la Grèce qui a obtenu la médaille de bronze. Basket toujours, mais féminin, avec le MBA, le Monaco Basket Association, qui a fait sa rentrée ce matin dans le cadre prestigieux du Casino de Monte-Carlo. Une saison placée sous le signe du renouveau, marquée notamment par l'arrivée de Stéphane Valéry à la coprésidence du club. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs nouvelles recrues ont également été présentées, un club en constante évolution qui aborde cette nouvelle année avec des projets ambitieux et des rêves plein la tête. Reportage de Marie Bonnet-Blanc. Les joueuses cette année vont fouler le parquet de la Ligue féminine 2, première division professionnelle. Fort de ses 21 victoires en 22 matchs la saison dernière, le Monaco Basket Association était en National 1, une montée qui leur permet désormais de voir encore plus grand. Aujourd'hui, on a eu le Roca Team qui a montré le chemin. Et aujourd'hui, on a envie de s'engouffrer derrière, emmener le basket féminin à Monaco. Comme le dit souvent Stéphane, le basket, c'est vraiment un sport qui s'adapte bien à la population monégasque. Et à moyen terme, c'est monter en Ligue féminine. Bon, Stéphane me parle d'Euroleague, mais voilà, j'en rêve aussi. Mais pour l'instant, il faut pas brûler les étapes. Je pense qu'il faut vraiment... mais je suis confiant. Je veux dire, quand je reviens sur le match de samedi, on a vu vraiment de belles choses. Le club a misé sur le recrutement. 7 nouvelles joueuses viennent renforcer l'effectif. Désormais, l'enjeu est de construire une vraie cohésion d'équipe et d'apprendre à gérer la pression des ambitions. Au mois de février, quand Eric, le président, m'a contacté, j'étais encore en contrat avec mon club à Landerneau en première division, mais il m'a expliqué que l'idée était de prendre part à un projet ambitieux et après des discussions avec mon président de Landerneau, mon coach et encore une fois le président ici, c'est vrai que mon cœur est vite parti à Monaco et je suis très heureuse de faire partie du projet. Pour encadrer ce groupe ambitieux, un nouvel entraîneur a été nommé, Petros Prekas. Il vient de Grèce et il arrive avec des objectifs élevés. Οι αθλήτες δεν πρέπει ποτέ να δουλεύουν. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν πρωταθλητισμό. Και ο πρωταθλητισμός εννοείται
στην καθημερινότητα ότι θα πρέπει να ξυπνάνε τον εαυτό τους. Έχουν πολλά πράγματα να δουλέψουμε, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση από τις αθλήτριες και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Dans les 3 prochaines années, le club ambitionne d'atteindre la Ligue 1 de basket féminin. Le 4e Challenge Princesse Gabriella s'est achevé hier à l'espace Saint-Antoine. Ce tournoi de pétanque international accueille chaque année certaines des meilleures joueuses du monde. Une compétition marquée cette année par le beau parcours de la jeune génération monégasque. Un reportage de Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa. En finale du tableau principal, l'équipe des Alpes de Haute-Provence, composée de Sandrine Gigné-Morel et Mireille Carle, affrontait les Suissesses de Genève. Les Provençales se sont imposées nettement, 13-5. Une victoire remarquable puisqu'il s'agissait de leur premier tournoi ensemble. On est venu là, en fait on ne devait pas jouer ensemble, donc ça a été une bonne surprise. La première fois qu'on joue ensemble en plus, on joue tout le temps contre. Puis là ça s'est très bien passé, on s'est régalé. On a passé vraiment 2 jours extraordinaires et puis avec une victoire à la fin, donc tout très bonheur. Ouais, tout très bien. Dans le tournoi secondaire, le prix Dupont, la jeune paire monégasque formée de Sarah Poder et Laura Delmacchio a créé la surprise en atteignant la finale. Elles ont cédé de justesse 13-12 face à l'équipe d'Auxerre après une partie très disputée. Un résultat encourageant pour la Fédération monégasque de pétanque qui compte sur cette nouvelle génération pour s'imposer au plus haut niveau. Là, on a 2 jeunes qui ont... on en a 2 qui vont partir à Rome mercredi pour le championnat du monde. 2 jeunes aussi, une qui a 17 ans et demi et l'autre qui a 22. Ensuite, on a les 2 petites là qui ont joué, elles participeront au championnat du monde junior et aussi elles iront au championnat du monde féminin à Douai. Puis on a une équipe de filles un peu plus anciennes qui ont perdu en quart de finale honorablement ce matin à 12, 13-12. Malheureusement, on aurait aimé qu'elles soient là en demi au moins. Et puis, voilà. Autrement, bilan pour les Monégasques très positif. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, qui devrait encore offrir du spectacle. Mais avant ça, cap sur les championnats du monde pour nos jeunes monégasques. Des championnats du monde qui se dérouleront du 17 au 22 septembre à Rome. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées au nouveau guichet Zoo à la gare de Monaco. Nous en avons parlé dans ce journal avec notre invité. À la suite, la météo de Marie Bonnet-Blanc, suivi des experts du tennis que sont Christophe Pacaud et Laurent Orsini. Vous l'avez peut-être suivi ce week-end. Les représentants monégasques en Coupe Davis se sont déplacés à Chypre. Ils s'y sont imposés et Monaco, c'est historique, rejoint le groupe 1 pour la saison prochaine. On les félicite. Ce journal est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Un ciel voilé avec quelques nuages dans la journée. Côté température, il fera 23 degrés dans la matinée et 25 degrés dans l'après-midi. En ce 16 septembre, on souhaitera une très belle fête à toutes les édites. Ce sera également la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Un sujet toujours préoccupant, même si certaines mesures récentes montrent que par endroits, la couche d'ozone a commencé sa reconstruction. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.